Chers amis, étudiantes, étudiants, et puis les amis que je connais par ailleurs, IHEDN, AMOPA et autres, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour vous parler effectivement d'un sujet qui m'est cher, la francophonie. Alors, il faut savoir qu'à l'IHEDN, on a des sujets annuels d'études. Il y a 3-4 ans, comme sujet, on a eu la puissance de la France, l'influence de la France, avec les 3 piliers, la maritimité, et ici ça nous concerne beaucoup, Naval Group et autres, le nucléaire et la francophonie. Alors on avait, avec notamment Christophe Meignet, Patrick Villemain, bien accentué sur la francophonie. Notre sujet avait été retenu et j'ai eu le plaisir de le défendre au Forum des études il y a 4 ans, qui se passait à Strasbourg au Parlement européen. Donc c'était pas rien, la Bretagne était au premier rang pour défendre la francophonie. Depuis, on a d'autres sujets. Le sujet de l'an passé, c'était la résilience. Et avec Patrick Villemain, nous étions au colloque de Toulouse sur la résilience. Et ensuite, il y a eu un colloque où on a été reçu au Havre par Édouard Philippe soi-même le 3 décembre dernier. Et avant-hier, je suis allé à la médiathèque de Lorient. J'aime bien y faire des petits tours. Et sur quoi je tombe? Un livre qui réunit tout à fait les sujets actuels de l'IHEDN et celui d'aujourd'hui, Chronique d'une langue française en résilience, avec Bernard Cecchiglini, le linguiste qui en parle beaucoup. Et donc, ça vient de sortir. Et vous voyez que la résilience, c'est la langue française, est-elle en résilience ou pas? C'est quand même un problème d'actualité. Alors, je vais commencer par vous dire que les exposés sur la francophonie, souvent, me rachent totalement, me passent par-dessus la tête. C'est un petit peu comme quand Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, en 1955, commence par écrire, c'est le début, « Je hais les explorateurs et j'ai l'explorateur et les voyages, et pourtant je m'apprête à vous parler de mes expéditions. » C'est à peu près ça, je hais les développements sur la francophonie, parce qu'ils ne sont centrés que sur une chose, le problème de la rivalité avec la langue anglaise. C'est-à-dire que la francophonie, c'est uniquement, il faut se battre contre l'anglais, les breaking news, CNews, etc., le timing, le challenge, et on ne parle que de ça. Et tout récemment, c'était il y a 8 jours, l'Académie française a publié un rapport virulent contre le gouvernement, notamment le ministère des Affaires étrangères, notre cher Jean-Yves Le Drian, ancien député maire de Lorient, en disant « c'est abusif, on emploie des mots anglais partout, en permanence ». Alors, premièrement, l'Académie française ferait bien de se regarder, là, parce que c'est elle qui fait que la langue française est très compliquée puisqu'elle ne veut pas réformer l'orthographe. Deuxièmement, l'Académie française vient d'élire, c'est le dernier membre qui a été élu, Mario Vargas Llosa. Vous avez bien compris, je l'ai prononcé comme il faut, qu'il n'est pas spécialement français, et en plus, il n'écrit pas en français. Alors, il y a eu une polémique, parce qu'en plus, ce monsieur de 85 ans est d'extrême droite, il a soutenu les candidats d'extrême droite au Chili, mais en plus, il n'a jamais écrit une ligne en français, même s'il sait parler français. Donc, l'Académie française nous pose problème. En plus, l'Académie française se braque sur des mots, parce que l'Académie française, souvent, ils ne sont pas très doués, hein. D'ailleurs, quand vous allez à l'Académie française, il y a un buste de Molière et c'est marqué « Rien ne manquait à sa gloire, seule la sienne manquait à la nôtre ». Parce qu'effectivement, ils ont toujours refusé tous les gens qui étaient les grands écrivains et autres. Et effectivement, l'Académie française, lorsqu'il commence à critiquer l'anglais, il ferait bien d'aller prendre quelques dictionnaires étymologiques. Je veux dire que, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre comme mot? Le mot « mail », il faut dire « courriel ». L'ennui, c'est que le mot « mail » est un mot français. C'est le mot malle, tout simplement. C'est la malle-poste. C'est le courrier qui va à Groix. On l'appelait ça la malle avant. De la même manière que paquebot, c'est paquet-boat, un bateau de paquets, un bateau qui livre des paquets. Donc, mail est un mot français. Alors, c'est pareil. Quand on dit tennis, tennis, ça vient de l'ancien français. C'était quand on jouait au jeu de paume, c'est l'impératif du verbe tenir. Tenets, le Z se prononçait tse, alors tenets. Et puis, de la même manière, la francophonie est un sacré challenge. Mais c'est un mot français, challenge, c'est pas un mot anglais. C'est le verbe, au Moyen-Âge, un verbe médiéval, challengier, qui vient du latin calumniare. Et simplement, dans la langue anglaise, il y a énormément de mots français. Alors après, ils nous reviennent. Donc c'est un jeu de tennis, justement, puisque le français est moins riche que, par exemple, l'italien, l'espagnol, l'anglais. Le français est une langue pas très riche. L'anglais est richissime, parce que pour tous les mots, vous avez les mots d'origine latine ou française et les mots d'origine germanique. Vous pouvez dire intelligent ou clever, etc. Je ne pouvais pas multiplier tous les exemples. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu une dénonciation dans les années 60-70 par Étiamble. Étiamble était prof à la Sorbonne, spécialiste du mythe de Rimbaud dans le monde slave, et Étiamble avait inventé le concept de franglais. Alors, il ne faut pas abuser du franglais, mais il ne faut pas non plus penser que le problème de la francophonie, et c'est pour ça qu'on en parle dans le cadre des cafés stratégiques de l'IHEDN,
Ce n'est pas un problème uniquement linguistique. Le problème de la francophonie est d'abord un problème géopolitique. Alors déjà, les chiffres, où est-ce qu'on en est? Le français est la 5e langue parlée dans le monde. Mais 5e langue, ça ne veut rien dire. La première langue, c'est le chinois. Mais quel chinois d'abord? Le mandarin. C'est le mandarin, ce qu'on parle surtout à Pékin. Mais le cantonais, par exemple, qui est une autre langue, vous avez une méthode assimile de cantonais, il y a des différences considérables, c'est pas la même langue du tout. Il y a plusieurs langues chinoises. Alors, comme les Chinois parlent pas la même langue, quand ils se croisent et se rencontrent, c'est très facile. Ils se parlent dans la main. C'est-à-dire qu'en chinois, on fait les signes dans la main. Qu'on parle cantonais, mandarin ou une autre langue, c'est un peu comme si vous rencontrez, je sais pas, un polonais où vous voulez discuter sur le prix d'un objet. Vous pouvez marquer si c'est 12 zloty, ce qui se prononce en polonais złotych. Si vous c'était 12, vous mettez 12 et vous barrez dans la main, vous faites un 8, et puis lui dit « Ah non, non, c'est 10 ». Comme le chinois sont des idéogrammes, ou plutôt des sinogrammes, toutes les langues chinoises ont la même écriture. Quand vous êtes en Chine, vous avez la télévision chinoise, et vous avez des sous-titres, parce que quelle que soit la langue du film, vous avez le sous-titre tout simplement en signe chinois. Donc le mandarin, le chinois n'existe pas, c'est le mandarin, et le mandarin n'est parlé quasiment qu'en Chine. La deuxième langue, c'est l'anglais. La troisième langue, c'est l'espagnol. La quatrième langue, c'est l'arabe. Mais espagnol et anglais sont très développés. L'arabe a les mêmes problèmes que le chinois parce qu'il n'y a pas de langue arabe unifiée. La vraie langue arabe, c'est l'arabe classique qu'on apprend au Langzhou, mais après vous avez les langues parlées un peu partout. Alors c'est l'égyptien qui est le plus compris parce que le cinéma est égyptien. Donc c'est la langue qui est un peu plus comprise, mais il n'y a pas de langue arabe universelle, comme il n'y a pas de chinois universel. Donc les langues importantes, c'est anglais, espagnol, et puis la 5e qui est le français, avec à peu près 220 millions de locuteurs. Mais 220 millions de locuteurs, oui, mais comme ça se développe beaucoup en Afrique, on pense que vers 2050, il y en aura 750 à 900 millions de locuteurs français. La plus grande ville du monde où on parle français, ce n'est pas Paris, c'est Kinshasa. République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Donc, le problème déjà, il est de savoir comment on se situe. Les chiffres ne disent pas grand-chose. C'est ce que mon fils a écrit. Il a écrit un bouquin qui est paru il y a 6 mois, qui s'appelle « Le théorème d'Hippocrate sur la manipulation des chiffres de l'Antiquité au Covid-19 ». Et effectivement, qui va paraître bientôt en livre de poche et qui va regarder. Donc, les chiffres, on peut toujours les manipuler comme on veut. Les chiffres ne veulent rien dire. La querelle avec l'anglais ne veut rien dire. On est devant un autre problème, c'est qu'une langue n'a de poids que pour 2 raisons. Il y a 2 paramètres. Premier paramètre, c'est la puissance économique et la puissance militaire du pays où on parle cette langue. Et le deuxième paramètre, est-ce que les gens qui parlent cette langue s'intéressent à cette langue? Alors, première réponse géopolitique, pendant très longtemps, le français, effectivement, a été la langue d'un pays qui était en avance sur les autres. En avance sur les autres, militairement, géographiquement, économiquement, et aussi parce que c'était le français une langue unitaire. L'Espagne n'a toujours pas de langue unitaire. On parle plusieurs dialectes dans plusieurs régions. L'italien n'existe pas. C'est le toscan inventé par Dante, l'auteur de la Divine Comédie, la Commedia, comme on dit en italien, Divine Comédie en français. Donc en Italie, on parle plusieurs langues. Il n'y a pas de langue unitaire. Le français a tout de suite eu une langue unitaire en dépit des langues régionales. Et puis, bien avant les autres pays, il y a eu des mesures. 1539, édit de Villers-Cotterêts, où se construit en ce moment même la maison pour la défense de la langue française à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, François Ier, 1539, interdiction d'écrire en latin les actes juridiques officiels. Désormais, le français est la langue de l'administration. 1539. 1549, c'est la Pléiade, Ronsard du Bellay et leurs amis, défense, illustration de la langue française. Et on va arriver ensuite à 1635, création de l'Académie française, bien avant les autres académies, par Richelieu, et on est à quelques encablures, 1637, du discours de la méthode, écrit en français, alors que la philosophie s'écrivait en latin. Leibniz continuera, disciple de Descartes, à écrire très souvent en latin, et les autres aussi. Spinoza écrit très souvent en latin, Descartes écrit en français, le discours de la méthode. C'est la même année que est publié le Cid de Corneille. Donc c'est une langue unifiée, et en même temps, c'est une langue qui est portée par une puissance économique, militaire, qui est très importante, si bien qu'il y a une fascination du français. Fascination du français, je prends tous les exemples, je ne vais pas tout énumérer, mais je prends quelques exemples.
Bataille de Hastings, 1066. Guillaume le Conquérant, qui bat le roi Harald en Grande-Bretagne, à Hastings. Immédiatement, il donne sa devise « Honni soit qui mal y pense ». Et plus tard, ce sera « Dieu est mon droit ». Et puis plus tard, en 1340 et quelques, la Chambre des communes décidera qu'il faut parler français. De la même manière, je prends d'autres exemples, Charles Quint. Alors là, on est au XVIe siècle. Charles Quint, il dit « Quand je me parle à moi-même, je parle français ». Sa devise, c'était « toujours plus ultre », toujours plus au-delà, en français. De la même manière, si je prends par exemple Marco Polo, Marco Polo revient avec sa famille, il est mis en prison, c'était des commerçants mais qui avaient fait des malversations, il est en prison, et en 1290, quand il va dicter à son ami qui est en prison avec lui, Rusticello, il va dicter « Il milione », c'est-à-dire le devisement du monde, comme c'est traduit en français, il le dicte en français de l'époque. Marco Polo. Beaucoup plus tard, XVIIIe siècle, Jacques de Saint-Gall de Casanova écrit ses mémoires érotiques en français. Et on peut continuer comme ça longtemps. La devise de la Hollande, je maintiendrai, c'est une devise en français. C'est-à-dire que le français, comme disait un ami de Dante, Dante, le créateur de la langue italienne, un ami de Dante qui s'appelle Brunetto Latini, il dit le français, il écrit en français, et il dit le français est la plus délicieuse parlure du monde. Il écrit ça dans Le Trésor, ça s'appelle Le Trésor. Donc on est dans... alors n'oublions pas aussi que le français est parlé à la cour de Russie. Quand Diderot va voir la tsarine Catherine II, il se parle en français, c'est tout à fait naturel. Nicolas II, le dernier tsar, parlait français tout à fait couramment et quasiment sans accent. Il parlait comme vous et moi, peut-être même mieux. Donc on est dans une atmosphère où le français, effectivement, est porté par des pays, par un pays, la France, qui est un pays d'abord très peuplé, le plus peuplé d'Europe à part la Russie, et ensuite où il y a une puissance militaire, diplomatique, littéraire, scientifique. Pensons à l'encyclopédie, pensons avant aux philosophes, pensons, je sais pas, au XVIIe siècle, Pascal, Descartes, Mersenne, les grands savants, etc., etc. Donc c'est porté par cela, si bien que, effectivement, quand on arrive au traité de Reichstadt, c'est-à-dire 1714 de mémoire entre la France et puis les Habsbourg, il est décidé que la langue diplomatique mondiale sera le français. Le français est partout. Et on arrive même à ce paradoxe, c'est l'Académie de Berlin. Alors l'Allemagne n'existe pas encore, on est en 1783, l'Allemagne elle existera bien après. L'Allemagne n'existe pas, mais la Prusse existe. Et l'Académie de Berlin met au concours pourquoi la langue française est-elle universelle, 1783. Et il y a un monsieur qui va répondre, un auteur français qui s'appelle Rivarol. Et Rivarol va écrire le discours sur l'universalité de la langue française, où il explique pourquoi la langue française n'est menacée par rien, puisque c'était dans les items du concours posé par l'Académie de Berlin. Et donc, ça paraît évident, 1783, universalité de la langue française, et après, conquête napoléonienne, etc. Et puis, on se met 100 ans plus tard. 1880, quelqu'un invente le mot francophonie. Si on invente le mot, c'est qu'il y a un problème. Autrement, quand il n'y a pas de problème, on n'invente pas le mot. Anglophonie, ça ne se dit pas. Hispanophonia, ça ne se dit pas. Pourquoi on dit francophonie? Parce qu'en 1880, la France vient de connaître une défaite catastrophique et on est en chute libre. 1880, ça vient après la défaite de 1870, dans le 2 septembre, la chute de Napoléon III, puis Paris entouré par les troupes prussiennes, et c'est le 18 janvier 1871, Galerie des Glaces à Versailles, naissance de l'Allemagne. Frédéric Guillaume IV de Prusse devient, par la volonté de Bismarck, il devient Guillaume Ier d'Allemagne. L'Empire allemand est né à Paris, Galerie des Glaces. Donc c'est une injure totale. Plus traité de Francfort après, en mai 71, une indemnité considérable à payer, et on perd l'Alsace-Moselle. On dit Alsace-Lorraine, mais en fait c'est l'Alsace-Moselle. À partir de là, une réflexion se pose en France. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est? Alors la phrase de Gambetta sur l'Alsace-Lorraine, pensez-y toujours, n'en parlez jamais. Mais on y pense. Et là, on voit tout de suite se développer quelque chose. Par exemple, 1872, c'est la création par Émile Boutmy, B-O-U-T-M-Y, un politologue, un sociologue. Émile Boutmy crée l'école libre des sciences politiques, Sciences Po, qui mènera plus tard l'école Sciences Po, rue Saint-Guillaume à Paris, puis l'ENA. Et pourquoi il crée l'école libre des sciences politiques?
pour que l'élite française puisse avoir une réflexion sur la politique, mais la politique globale, la géopolitique, la politique militaire, la politique diplomatique, la politique de langue française, la politique culturelle. Il veut créer ça. Sciences Po est créé. Un peu plus tard, 1896, le baron de Coubertin, qui est quelqu'un de peu fréquentable, hyper raciste, misogyne, etc., mais il a un mérite, il a quand même recréé les Jeux Olympiques. Il crée les Jeux Olympiques, et avec la langue française, notamment pour l'escrime, qui est toujours d'actualité. Parce qu'il faut redorer le blason, ça va mal. Et en 1880, un géographe anarchiste, Onésime Reclus. Alors vous avez les trois frères Reclus. Élie Reclus est un écrivain. Élisée Reclus, c'est le très grand géographe qui s'oppose totalement à Vidal de la Blache. Vidal de la Blache, c'est la géographie qu'on apprenait il y a 40 ans. Les préfectures, les sous-préfectures, etc. Au contraire, Élisée Reclus, c'est la géographie actuelle, la géographie humaine, politique. C'est la géographie défendue plus tard par Yves Lacoste, qui est toujours vivant, je crois, qui a écrit « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Ça, c'est Yves Lacoste, spécialiste du tiers-monde, dirigeant plusieurs revues du tiers-monde, etc. Et donc, vous avez Élisée Reclus, le géographe, et vous avez son frère, Onésime Reclus, également communard anarchiste, les trois frères. Et Onésime Reclus, en 1880, dans le volume qui s'appelle, alors c'est toute une série de 10 ou 15 volumes, Encyclopédie géographique universelle, il invente, dans le volume qui est France, Algérie, colonie, il invente le mot francophonie. Quand on invente un mot, c'est qu'il y a un problème. Le problème, effectivement, c'est que la France est en perte de vitesse. Et ça se passe depuis 1870-71. En 1880, on invente le mot. Donc, première chose très importante, et je dis bien que ce n'est pas linguistique, le problème de la francophonie ou du français, c'est un problème géopolitique. C'est aujourd'hui où est-ce qu'on en serait, aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Puisque sur ce premier aspect géopolitique, le problème, c'est que la francophonie aujourd'hui est menacée, pour les mêmes raisons qu'en 1870-80, quand la France était en perte de vitesse. Vous avez suivi l'affaire des sous-marins australiens, c'est quand même très embêtant. On est quand même en perte de vitesse face à nos alliés, les Américains. Vous avez suivi la crise du Covid. Alors la très bonne nouvelle hier, c'est que Sanofi a trouvé un vaccin. Un peu plus, il le trouvait en 2035. Bon, je veux dire, c'est quand même assez bizarre. Alors les Français sont en retard. Mais ça, c'est un sujet qu'on a eu avec Paul Rousselot, Patrick Villemain et Christophe Meignier à l'IHEDN. C'était celui d'avant la résilience. C'était sur innovation et invention, innovation et l'innovation. On est géniaux, les Français, pour l'invention. On est nuls en innovation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a inventé, on ne sait pas exploiter. Alors l'exemple traditionnel, c'est Timonier invente la machine à coudre. Il meurt dans un grenier très très pauvre et c'est Singer qui fait fortune dessus. Etc., etc. On pourrait multiplier les exemples avec Appert, l'inventeur de la boîte de conserve, Le Bon et le gaz d'éclairage. Ils sont tous morts dans des conditions pas possibles, et c'est d'autres qui ont bénéficié de ces inventions. Alors c'est pareil, Sanofi n'y arrive pas, mais les Français y arrivent très bien. Mais le vaccin Moderna, c'est un Français, c'est Stéphane Bancel, mais il est parti aux États-Unis. Donc le problème, il est toujours pareil, la fuite des cerveaux, parce qu'on est très fort pour inventer, mais vu qu'on ne peut pas innover, qu'il y a quelque chose qui coince, on va à l'extérieur, on va à l'étranger. Alors après, il y a d'autres problèmes. Nous avons les fusées Ariane. Fusées Ariane, là aussi, problème géostratégique gigantesque. C'est génial, les fusées Ariane. Et on a des lanceurs. Le problème, c'est que nos lanceurs ne sont utilisables qu'une fois. Alors que pour SpaceX, donc américain, les lanceurs sont réutilisables. Donc là, on est devant des problèmes géostratégiques extrêmement importants qui font que, effectivement, on est par rapport à des problèmes économiques, parce que la géostratégie, c'est aussi l'économie, et par rapport à l'économie, on va être bien en retard. Et il faut se souvenir de cette phrase de Churchill, que citait Hubert Védrine l'autre jour. Churchill a dit dans les années 48-49, « Seuls les peuples de langue anglaise peuvent avoir confiance entre eux pour faire du commerce. » L'ennui, c'est qu'effectivement, quand on ne parle pas l'anglais, on est exclu d'un certain champ, et je reviens, c'est l'histoire des sous-marins. Anglais, Américains font confiance aux Australiens et Néo-Zélandais. Nous, on a plus de difficultés. Alors c'est vrai qu'on a réussi à vendre quelques hélicoptères et autres aux Grecs, parce qu'au moins on n'était pas dans des pays de langue anglaise. Donc ça, c'est le premier aspect géostratégique. Un pays qui, du point de vue géostratégique, du point de vue diplomatique, du point de vue économique, du point de vue militaire, est en chute, sa langue a des difficultés. Mais
on pourrait se dire, quand même, sa langue a des difficultés, mais après tout, l'Espagne, comment ça se fait que l'Espagne n'a pas autant de difficultés, alors que, franchement, les Espagnols ont tout perdu. N'oubliez pas que Zorro, il était à Los Angeles, et qu'aujourd'hui, Los Angeles, c'est pas tellement espagnol. Bon, même si l'Espagnol gagne du terrain. Mais ce qui s'est passé, c'est autre chose, c'est le deuxième paramètre, en plus de la géostratégie, de l'importance diplomatique, économique d'un pays. C'est qu'il faut aussi que les citoyens du pays s'intéressent à leur langue. Or, le français intéresse tout le monde dans le monde, sauf les Français. Sauf les Français. Et depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que Onésime Reclus, géographe, se dit il y a un problème, il invente le mot francophonie, parce qu'il faut bien un instrument pour défendre. Alors, on a deux aspects dans ce que je viens de dire. Premièrement, les Français ne s'intéressent pas à leur langue. Alors, ça, on pourra en multiplier les exemples. Qui est-ce qui, au gouvernement, gère la francophonie? De tout temps, c'est un vague secrétariat d'État au tourisme, à autre chose, à l'outre-mer. Il n'y a pas de réelle volonté de s'occuper de ce qui serait la francophonie. Ensuite, on peut s'apercevoir facilement que nos instances qui défendent la francophonie ne sont pas très très fortes. Les alliances françaises, c'est catastrophique. J'étais à Tachkent, c'est l'Ouzbékistan, à l'Alliance française, parce qu'on avait remis le prix Avicenne. Le prix Avicenne, c'est le très grand médecin perse ou mongol, peu importe, ouzbek, mais qui écrivait en perse et en arabe, autour de l'an 1000. On a remis le prix Avicenne avec le président de l'Académie de médecine et le président de l'Académie de pharmacie, français, on l'a remis. Et après, on était à l'Alliance française. À l'Alliance française, faire une conférence. Il n'y avait pas un ouzbek. On était 40 Français, plus un Belge. Le consul de Belgique. Manque de peau, c'était un Wallon, c'était même pas un Flamand. Alors, résultat, à quoi ça sert? L'Alliance française de Tachkent ne sait pas travailler. Après, on a été reçu à l'ambassade, et l'ambassadrice, qui a un nom noble, qui vient d'une très grande famille qui remonte au Moyen-Âge, nous a accueillis avec un discours en anglais. Bon, c'est un peu embêtant. À la limite, elle aurait parlé français ou ouzbek, pourquoi pas? Mais non, il fallait que ce soit en anglais. Tout ça est bien compliqué. Le lycée français de New York, 49 000 € par an. Donc c'est pour les expatriés qui touchent la prime, etc., et qui sont riches, c'est absolument pas pour faire de la propagande auprès des populations locales, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens en Louisiane, ailleurs, et même des tribus indiennes qui parlent, où il y a encore un français classique. Donc le problème déjà, c'est que le français ne s'intéresse pas à sa langue. Et c'est ce que dit Léopold Senghor, qui lui va vouloir réagir. Car ceux qui ont réagi pour créer les instruments à partir de Onésime Reclus qui vont pouvoir défendre la francophonie ne sont pas français. Qu'est-ce qu'il dit Senghor? Il dit le français, ce soleil qui brille hors de l'hexagone. La phrase est cruelle. Le français, cette langue, ce soleil, hein, ça illumine le monde, mais qui brille hors de l'hexagone. Il dit aussi, nous avons trouvé dans les débris de la colonisation, il dit même dans les décombres de la colonisation, Senghor, nous avons découvert cet outil merveilleux qu'est le français dans les décombres de la colonisation. Or, les décombres, il fait allusion à quelque chose de très très précis, parce que les décombres, c'est violent de dire ça, les décombres. Et les décombres, c'est un livre de Lucien Rebattet, quelqu'un qui était proche de Brasillac, Vichy, etc., les décombres. Et Senghor a de la culture. Hein. Senghor est le premier noir agrégé de grammaire, c'est-à-dire français, latin, grec. C'est le premier noir de l'Académie française, etc., etc. Bon, donc, Senghor, il dit, je prends ça à bras-le-corps. Et Senghor, qu'est-ce qu'il décide? C'est ce que Paul a dit tout à l'heure sur Norodom Sihanouk, Niamey, etc. Senghor se dit, il faut absolument que l'on se batte pour développer la francophonie. Et il crée en 1970, il fait une réunion qui a lieu à Niamey, au Niger, avec le président du Niger, Amani Diori, avec le prince Norodom Sihanouk, avec Habib Bourguiba, le Tunisien, et puis lui, le Sénégalais, qui est devenu président de la République du Sénégal, ce qui n'est pas rien. Et là, il crée une réunion où il crée une association qui s'appelle l'ACCT, Association de coopération culturelle et technique, qui deviendra plus tard l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui est basée avenue Bousquet à Paris. Et d'ailleurs, c'est c'est comme ça que Abdou Diouf m'a remis la médaille Senghor de la francophonie, puisque j'ai inauguré l'espace Senghor, avenue Bousquet. Ce qui est paradoxal, c'est qu'avenue Bousquet, c'est l'immeuble Jeanne d'Arc pendant l'exposition universelle. Donc c'est assez amusant qu'il soit installé là. Et donc, l'OIF existe. Grâce à qui? Grâce à des étrangers. Les Français s'en sont totalement désintéressés et s'en désintéressent toujours plus ou moins.
Mais quand Senghor il dit ce merveilleux outil trouvé dans les décombres de la colonisation, il faut penser que le français est lié à la colonisation. Et qu'aujourd'hui, la francophonie, rien que le mot, peut hérisser beaucoup de monde en Afrique. En Asie, beaucoup moins, parce que le français est en perte sèche au Vietnam, ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, il y a des manifestations contre le français en disant que l'anglais est persécuté. Et au Cameroun, il y a désormais, on ne fait plus les cours en français. C'est le cas en Algérie tout récemment parce qu'il y a des querelles entre le président Macron et le président algérien. Et donc le français n'est plus reçu dans les universités, on ne parle plus français. C'est le problème également au Rwanda. Le président Paul Kagame a décidé que désormais les cours en français étaient interdits. Donc on est dans un système où la francophonie a des relents de colonisation, de colonialisme. Donc ce qu'il faut défendre, c'est moins la francophonie, le mot est maintenant connoté, et c'est pour ça que à Villers-Cotterêts, donc le Centre international de la francophonie, a été rebaptisé il y a quelques mois Centre international de la langue française, avec Monsieur Bailly qui est à la tête et qu'on va recevoir aux Palmes académiques, des membres ici des Palmes académiques, aux Palmes académiques, au congrès du Touquet, qui se passe fin mai. On va le recevoir. On l'a eu en visio quand on a fait une conférence sur la francophonie le 9 octobre à Avignon. Et donc, cette maison non plus de la francophonie, mais de la langue française, va essayer de gommer tous les aspects néocoloniaux qu'il peut y avoir. Donc, je reviens sur l'idée que ce soleil, la francophonie, le français, ce soleil qui brille hors de l'Hexagone, effectivement, les Français s'en désintéressent. Comment se fait-il que Espagnols et Anglais, eux, s'y intéressent? Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect, et ça va intéresser Damien Surget, prof de géographie, parce qu'il y a un aspect qui est purement géographique, qui est la centralité. Non seulement c'est géostratégique, mais la centralité. C'est-à-dire qu'on a un petit inconvénient, nous, les Français. C'est que le français est parlé majoritairement par des Français de l'Hexagone. 72% des locuteurs français sont en France, en Hexagone ou l'Hexagone et la Corse. Au contraire, 16% seulement des locuteurs anglais sont en Angleterre, il y a les États-Unis, et surtout, seuls entre 6 et 9% des locuteurs hispanophones sont en Espagne. Le reste, c'est toute l'Amérique latine et même d'autres endroits. Aux Philippines, on a pendant très longtemps parlé espagnol. C'est un petit peu en train de disparaître, mais il y a des endroits en Afrique où on parle espagnol. Donc, on a ce problème où, effectivement, quand on dit la plus grande ville francophone, c'est Kinshasa, ouais, mais il faut quand même distinguer. On a une langue qui est la langue qu'on parle à la maison. Ça s'appelle la langue vernaculaire. Verna, en latin, ça veut dire l'esclave qui est né à la maison. Je vous le traduis d'ailleurs en portugais immédiatement. Comment on dit l'esclave né à la maison en portugais? Criole, du verbe latin creare. Criatura en espagnol, l'enfant. Donc créole ou verna, c'est pareil. Donc il y a les langues vernaculaires, ce qu'on parle à la maison. Senghor, à la maison, il parlait sérère. Il ne parlait pas une autre langue. Et puis après, il va à l'école et là, il apprend le wolof et puis il apprend le français. Donc il y a la langue vernaculaire et après, il y a la langue véhiculaire. Donc, quand on dit Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone du monde, oui, mais la langue vernaculaire, en général, c'est le lingala ou d'autres langues. 5 minutes. Alors, on va aller assez vite. Voilà. Donc, on a ce problème. En plus, on ne fête jamais le fait qu'il y a la langue française. Je prends l'Espagne. En Espagne, tous les 12 octobre 1492, découverte de l'Amérique, il y a ce qu'on appelait avant, mais aujourd'hui, ça fait Roland, El Día de la Raza, le jour de la race. Alors, aujourd'hui, c'est la polémique. Il y en a qui disent El Día de la Hispanidad. Elle dit, il y a etc., on essaye d'enlever le morasse, mais enfin bon, toujours est-il que tous ceux qui sont les locuteurs espagnols fêtent cette fête le 12 octobre, et même certains qui sont locuteurs qu'on appellera lusitaniens, c'est-à-dire portugais et brésiliens. Nous, on n'a pas. La francité, ça n'existe pas. Or, avant de parler de francophonie, Senghor a écrit un article qui s'appelle « La francité ». Il aurait bien aimé qu'on dise la francité, comme l'hispanité. Alors, une fois que j'ai fait ça, puisqu'il me reste assez peu de temps, d'abord, quand on n'est pas puissant, il faut se méfier, c'est le proverbe créole « Ravette, pas gêne ni raison d'ouvant poule », c'est-à-dire que le petit cafard, il se fait toujours bouffer par la poule. Alors attention de ne pas se faire bouffer par les gros. Et ça, c'est ce que dit Churchill. Seuls les gens de la langue anglaise peuvent s'entendre entre eux. Donc, Ravette, pas gêne ni raison d'ouvant poule. Ensuite, quelles sont maintenant les solutions? Puisque je n'ai pas trop de temps, je vais énumérer rapidement les solutions. D'abord,
c'est que la francophonie ou la défense de la langue française ne soit pas uniquement culturelle. La littérature, c'est très très bien, j'adore, c'est mon métier, mais il faut une francophonie économique. Nous sommes quand même la deuxième zone exclusive, maritime, si vous voulez, la deuxième zone maritime mondiale. Il faut qu'on s'en serve. Donc, elle doit être la francophonie économique, il faut qu'on joue là-dessus. Et avec de nombreux pays, notamment les pays d'Europe centrale où il y a énormément de locuteurs français. Que ce soit Bulgarie, Roumanie, l'Ukraine dont on parle en ce moment, il y a énormément de locuteurs français. Donc, il faut déjà développer la francophonie économique. Deuxièmement, la francophonie scientifique, ça va être très difficile, parce que pour être validé, lorsqu'on est scientifique, il faut écrire en anglais. Par contre, il y a une manière, il y a une brèche, c'est la francophonie médicale. Lorsqu'on avait travaillé à l'IHEDN sur l'Afrique du Sud, on avait un de nos médecins qui est urgentiste ici, Benoît Supply, qui nous avait fait tout un topo sur la différence entre la médecine anglaise et la médecine française. L'Afrique du Sud a une médecine anglaise. Là, il y a une rivalité dans le monde entre deux types de médecine. J'étais précisément à Kinshasa, il y avait 400 médecins qui s'étaient réunis, 400 médecins qui représentaient la diaspora congolaise qui défend la médecine hippocratique style français. Donc la médecine, avec le prix Avicenne qu'on donne, etc., il y aurait une brèche. Et on est en train d'essayer de monter une organisation médicale internationale. Et il y a une organisation des médecins, mais ça marche pas très bien, les médecins francophones, il faut créer autre chose. Donc ça, c'est déjà l'économie, la médecine pour aller tout doucement vers ce qui pourrait être scientifique plus global, mais ça va être très difficile. Hein. Pour physique, chimie, mathématiques, machin, c'est pas évident. Ensuite, alors je vais très très vite, il faut absolument qu'on réforme l'orthographe. Pour la bonne raison qu'il y a trop d'illettrisme, et de plus en plus. Hein. On travaille beaucoup aux Palmes académiques sur l'illettrisme, et il faut arriver à une réforme de l'orthographe. Il faut arriver à ce qu'on ne soit plus obsédé par les dictées. Alors, ça fait depuis 1880 que tous les profs de fac spécialistes de linguistique veulent la réforme de l'orthographe. Les premiers ouvrages, c'est 1882, avec orthographe écrit avec un F, bien sûr. Pourquoi s'embêter avec une orthographe étymologique ? L'italien et l'espagnol s'en sont débarrassés il y a très très longtemps, et c'est beaucoup plus facile. De la même manière qu'en latin, c'était difficile de faire des fautes d'orthographe en latin. Le français est trop compliqué. Non seulement il est trop compliqué, mais il est stupide. Et l'académie... Alors, il faut savoir que les profs de fac de linguistique sont tous pour la réforme d'orthographe, mais ce qui bloque, c'est l'Académie française. Ce qui bloque, c'est souvent les profs de collège et de lycée. Et ce qui bloque le plus, c'est la population française, qui tient comme, mais alors à la prunelle de ses yeux, d'où naturellement vous avez des tas de fautes qui sont des fautes extraordinaires. Quand je vois que les gens écrivent étymologie en rajoutant un H, ETH, qui est une faute, mais c'est parce que le français adore multiplier les difficultés. Or, tout ça est idiot. Je prends un seul exemple. Le mot poids, qui s'écrivait au 15e, 16e siècle, POIS ou POX, aujourd'hui on met un D, parce qu'au XVIe siècle, les grammairiens ont décidé que ça venait du latin pondus ponderis, pondéral, et qu'il faut mettre un D. C'est stupide, ça vient pas de là. Ça vient de pensum. Alors si vous avez fait du latin, ça vient du supin, pendo, pendis, pendere, pependi, pensum. Ça vient de pensum. Pensum donne poids. Qu'est-ce qu'il va faire le D? Alors je pourrais multiplier les exemples. Donc simplifier la langue française. L'orthographe. C'est évident. Alors, je signale qu'en Angleterre, en Angleterre surtout, un peu moins en Amérique, mais en Grande-Bretagne et en Allemagne, on réfléchit également depuis 100 ans sur la simplification de l'orthographe. On n'est pas les seuls, mais il y a toujours une résistance à la fois du bon peuple, des profs, collèges, lycées, etc., et puis des académies. Deuxièmement, il faut que la francophonie devienne les francophonies. Il faut défendre les langues françaises, c'est-à-dire ne pas oublier les langues régionales. Avec la charte des langues régionales, c'est Paul Molac dans le département qui s'en est occupé, et j'ai proposé qu'on ne parle plus de francophonie, qui en plus ça se relance de colonialisme, mais j'ai proposé en 2013, c'était à Dakar, quand on fêtait le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, qui est mort en 2008, donc 1913. Il avait écrit Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal, quand il est reparti chez lui, en Martinique. On a fait cahier d'un retour au pays ancestral. Et donc là, à Dakar, j'ai proposé qu'on parle de franco-polyphonie, et non plus de francophonie. Et là, on l'a repris aux Palmes académiques, franco-polyphonie, apprécié d'ailleurs par Christiane Taubira, qui était là, qui représentait la Guyane. Et voilà, et par également Macky Sall, le président, et Abdou Diouf. Donc, franco-polyphonie, c'est-à-dire qu'il faut que les langues régionales, mais les langues régionales, c'est toutes les langues qui sont parlées sur notre territoire, mais également, je pense à tous les créoles. Créole réunionnais étant assez différent de ce qu'on parle Martinique, Guadeloupe, un peu différent aussi de ce qui est en Guyane, etc.
Donc franco-polyphonie, sachant qu'on est un pays où on a une grande réticence contre les langues régionales, et même contre la prononciation. On se moque, c'est ce qu'on appelle techniquement la glossophobie, on se moque de l'accent de Castex ou de La Salle. Parce qu'il faut parler comme on parle pointu à Paris dans 3 arrondissements. Quand je vais en Sicile, je parle sicilien et pas toscan, puisque l'italien c'est du toscan, et mon fils habite Trente, là où il y a le fameux concile en 1543, la contre-réforme, dans le nord de l'Italie. Ben, quand je suis à Trente, j'essaye de parler le trentin, et quand je monte au-dessus, c'est le Haut-Adige, qu'on appelle également Sud-Tyrol, la ville de Merano, où il y a les thermes, où allait se baigner Sissi impératrice, et là, ben, je parle allemand. Il n'y a pas de honte à parler allemand quand on est en Italie. Donc, en Suisse, il y a 4 langues, avec le romanche en plus des 3 autres. Donc, je veux dire, il faut qu'on aille vers cette franco-polyphonie. Ça, c'est donc la réforme de l'orthographe, franco-polyphonie, la réforme, naturellement, d'essayer de faire une francophonie médicale, économique, etc. Et puis ensuite, dans les autres propositions qui sont possibles, c'est effectivement de réformer totalement l'Organisation internationale de la francophonie. Alors là, je vais taper aussi bien à droite qu'à gauche, Hollande comme Macron, je ne comprends pas ce qu'ils ont en tête. François Hollande a mis à la tête de la francophonie, de l'OIF, parce qu'il s'est battu pour, quand Abdou Diouf n'était plus secrétaire général. Abdou Diouf, ça a été impeccable, ancien président du Sénégal et secrétaire général de l'OIF. Et François Hollande s'est battu pour mettre Isabelle Jean. Isabelle Jean était d'origine haïtienne, mais canadienne. Le problème, c'est qu'elle avait des procès de prévarication aux fesses. Et donc, c'était très embêtant. Moi, j'étais, et j'en avais parlé avec François Hollande, pour mettre Henri Lopez, l'ambassadeur du Congo-Kinshasa, ambassadeur à Paris, très grand poète, Henri Lopez. Non, il a fallu mettre Isabelle Jean. Résultat, au congrès de l'OIF, au congrès de la francophonie à Yerevan, en Arménie, elle a été éjectée. Et là, Emmanuel Macron commet la même erreur, un peu comme l'Académie française qui a élu, comme je disais tout à l'heure, Vargas Llosa. Qui est-ce qu'on a mis? Louise Mushika-Wabo. Alors, Louise Mushika-Wabo est quelqu'un de très bien. C'est une Rwandaise dont la famille a été massacrée lors du génocide. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un de très respectable. L'ennui, c'est qu'elle a écrit beaucoup d'articles contre le français pour promouvoir l'anglais. Et qu'à Kigali, donc on est au Rwanda, Paul Kagame, le président de la République, a pris les mesures qui s'imposent, le français n'est plus persona grata. Donc on est face à des problèmes qui désespèrent un petit peu tous mes copains sénégalais, congolais et autres, en se disant, mais quand est-ce que l'OIF, vous allez faire quelque chose qui puisse être dans la tradition Senghor, Abdou Diouf? Donc on est dans ces problèmes-là, et puis finalement, si je veux conclure, puisqu'il faut conclure pour qu'il y ait un petit débat, si je veux conclure, je dirais c'est aussi aux Français de se prendre un petit peu en main, et je conclurai par une phrase du marquis de Sade, dans Idées sur les romans, en 1800, Français, encore un effort. Je vous remercie.